Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, 5e journée de cette Coupe du Monde de foot féminin. Le débrief des 3 matchs de la journée: Italie-Argentine, Allemagne-Maroc, Brésil-Panama. On va les faire dans l'ordre comme d'habitude. On reviendra sur ces 3 matchs. Le plus intéressant étant Brésil-Panama, vu que c'était les deux autres adversaires de l'équipe de France et deux prochains adversaires de l'équipe de France. Au Brésil, ça sera le deuxième match. Le Panama, le troisième match. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ces 3 rencontres. Si vous n'avez pas pu les suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez vu les matchs, bien entendu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne: Formule 1, cyclisme, Tour de France Femmes notamment en ce moment également. Quand vous vous abonnez à la chaîne, et si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis pour finir, nous avons également TikTok avec le débrief rapide des matchs juste après leur fin, voilà, juste après que ça soit terminé. J'ai pas eu le temps encore de faire des débriefs de la mi-temps aujourd'hui. À chaque fois, j'avais un truc à faire à la mi-temps. Soit c'était répondre aux commentaires sur YouTube, soit c'était faire d'autres choses. Bon, on commence par le premier match, Italie-Argentine. Que ce fut dur pour les Italiennes, ce match, que ce fut poussif pour les Italiennes. En fait, les Italiennes, c'est assez surprenant. En 2019, j'avais adoré l'équipe d'Italie. À la Coupe du Monde, j'avais trouvé cette équipe vraiment très intéressante, qui insufflait un souffle nouveau, avec des joueuses très intéressantes comme Bonansea, comme Girelli également, en pointe, Giacinti également. Enfin, je trouvais vraiment que c'était... il y avait Boitine également, je crois me souvenir. C'était une équipe vraiment qui m'avait vraiment marqué pendant cette Coupe du Monde. À l'Euro, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était quasiment cataclysmique au niveau du niveau de jeu. C'était une équipe vraiment qui n'avait pas produit grand-chose. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur ce qu'on proposait sur l'Euro 2022. C'est quand même fou, elles sont face à l'Argentine. L'Argentine, c'est pas la plus grosse nation d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que tu savais que l'Argentine, ça allait jouer, de grandes chances que ça allait jouer en bétonnant un petit peu derrière, surtout qu'à la Coupe du Monde 2019, elle bétonnait derrière les concurrentes de l'Argentine. Leur objectif, c'était de ne pas prendre de but. Donc tu savais que l'Argentine allait jouer de cette manière. Et pourtant, tu ne veux pas produire du jeu. C'est-à-dire que les Italiennes avaient le ballon, un peu plus que les concurrents de l'Argentine. C'est pas flagrant même parce que je crois que c'est 53-47, voilà, au niveau de la possession. Sauf que les Italiennes ne voulaient pas avoir la possession. Et je crois qu'elles n'ont pas réussi à s'adapter au fait qu'elles avaient la possession du ballon. Elles n'ont quasiment rien proposé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de danger sur le but argentin pendant très longtemps. Le résultat pour moi qui aurait été correct sur sa rencontre, c'est un 0-0. Mais elles ont trouvé l'ouverture sur une tête magnifique. Il faut le dire, la tête de Girelli, elle est superbement bien cadrée. Voilà, elle fait vraiment le geste parfait au bon moment. Heureusement qu'il y a eu cet éclair de génie, parce que sinon on partait quand même sur un bon vieux 0-0 avec une Italie qui proposait pas grand-chose. En fait, ça ressemblait un petit peu au match de l'équipe de France avec une équipe d'Italie qui était assez peu gênée en défense. C'est-à-dire que les Argentines ont trouvé une seule fois le cadre sur 5 tirs, ce qui n'est pas énorme. Mais elles n'arrivaient jamais à mettre du rythme de cette rencontre. Il n'y avait pas de vitesse dans le jeu. Et puis au niveau mental, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui sortait de leur match. Je pense notamment à Caruso, qui est sorti à un moment. Il y a eu une action en deuxième mi-temps et d'un coup, j'ai eu l'impression qu'elle n'était plus dans son match, qu'elle n'était pas contente avec la décision de l'arbitre. Mais c'était un match vraiment très très poussif, très compliqué pour les concurrentes de l'Italie. Ce que j'ai aimé du côté de l'Argentine, tu sens qu'il y avait quand même un petit niveau d'écart. Ce que j'ai aimé du côté de l'Italie, c'est le fait qu'en défense, tu sens que c'est une équipe qui est solide. C'est-à-dire qu'en défense, les 4 là, elles ont quasiment jamais été mis en difficulté. Di Guglielmo, Linari, Salvai,
Boitine n'ont pas vraiment été gênés. Donc je trouve que les 4 de derrière, Durante, bon, elle a dû faire un arrêt à un moment, mais sinon c'était assez tranquille. Donc je dirais que cette équipe d'Italie, derrière, c'est solide, ça me semble bien marcher. Par contre, devant, je trouve que Caruso n'apportait rien. Vu le système de jeu, c'est-à-dire qu'elle est en 4-2-3-1, Caruso elle a une importance énorme. C'est la même importance que Griezmann en équipe de France. Sauf que là, je trouve qu'elle ne servait pas à grand-chose, Caruso. Elle n'arrivait pas à emmener du jeu. Je trouve également que ça manquait de vitesse dans le jeu. Mais vraiment, ça manquait de rythme. C'est l'un des matchs les plus lents de cette Coupe du Monde. Et pourtant, on a vu des matchs lents. Il n'y avait pas de rythme du tout. Les Italiennes n'ont jamais semblé être en capacité, on n'a jamais voulu emballer le match. Donc ça, c'est un petit peu décevant. De manque de précision au niveau des passes. Pourtant, la stat n'est pas si dégueulasse que ça. Elles sont à 75% de précision de passe. Je me serais attendu à un peu plus bas au niveau des passes. Par contre, les coups de pied arrêtés, tous les coups de pied arrêtés marchaient très très bien. Je sens que c'est un secteur de jeu qu'elles ont travaillé. Notamment, je trouve les coups francs étaient plutôt très bien tirés avec pas mal de combinaisons et puis pas mal de fautes du côté de cette équipe italienne. C'est-à-dire qu'elles sont tombées face à une équipe d'Argentine qui a fait quand même très peu d'incursions dans leur camp. Et elles sont quand même à 20 fautes pour 2 cartons jaunes. C'est quand même beaucoup, 20 fautes, sur un match comme ça où il n'y avait pas une grande intensité. Donc les Italiennes, il faudra faire mieux. Surtout que c'est quand même pas un groupe facile pour les Italiennes avec l'Afrique du Sud et la Suède. Voilà, c'est un groupe où il y a quand même un peu de densité. Du côté de l'Argentine, ce que j'ai aimé, c'est qu'elles ont tenté de faire du pressing sur les Italiennes. Alors certes, les Italiennes, elles prenaient leur temps, mais on avait quand même du pressing. Après, tu sens que en fait, elles ont eu très peu de ballons. Les concurrentes de l'Argentine. Alors, il y avait de l'engagement qui était mal maîtrisé. Donc elles aussi, elles ont commis pas mal de fautes avec 16 fautes. Mais il y avait beaucoup trop d'engagement. Tu as des joueuses, je pense à la Roquette par exemple. Je pense qu'elle aurait pu choper un rouge dans cette rencontre. Mais il y a des joueuses vraiment qui étaient là pour faire mal. Tu sens du côté de l'Argentine, elles n'étaient pas là pour enfiler des perles. Donc beaucoup trop de fautes, un manque de maîtrise. Physiquement, on a baissé de rythme quand même en fin de match du côté de cette équipe d'Argentine. Là, on voit cette année sur la Coupe du Monde qu'il y a des équipes qui sont très très bien préparées physiquement, qui tiennent la route pendant 90 minutes, et puis des équipes qui subissent vraiment physiquement sur les fins de match à partir de la 60e, vraiment des équipes qui ont du mal. Oui, et puis un manque de justesse technique, un manque de maîtrise également sur cette côté engagement. Par contre, je trouve que défensivement, c'est une équipe qui est très en place, l'équipe argentine, sauf une joueuse qui était Mayorga, qui était, je sais pas, elle n'était jamais alignée avec sa défense, mais je trouve que en mode défensif, cette équipe, c'était bien en place. Donc ça, c'est plutôt intéressant, avec même la Roquette qui n'hésitait pas à redescendre très bas, parfois trop bas, je pense, pour défendre. Les joueuses du match de cette rencontre, du côté de l'Italie, moi j'ai mis en flop Ariana Caruso. Elle n'a rien apporté au jeu, mais vraiment rien apporté au jeu. Elle aurait dû avoir un impact plus important, tenter même des choses offensivement. C'est-à-dire qu'elle réclamait le ballon, et à un moment je l'ai vu notamment avec les 2 bras en l'air, elle réclamait le ballon tout le temps, sauf que en plus quand elle le réclame comme ça avec les 2 mains en l'air, il n'y a pas forcément un intervalle qu'elle peut trouver, donc ça énerve, Ça je peux vous dire, c'est un truc qui m'énervait quand je joue au foot avec des potes, les mecs qui réclament tout le temps le ballon alors qu'il y a un adversaire en face. Ça c'était quelque chose qui m'énervait quand on jouait au foot avec mes potes au lycée, ça me faisait chier. Et par contre, quand elle avait le ballon, elle savait pas trop quoi en foutre, donc ça aurait été bien de construire un petit peu. Et puis en top, j'ai mis sa remplaçante, c'est-à-dire Greggy, parce que je trouve que quand Greggy est rentrée dans le jeu, il y a eu tout de suite plus d'impact. C'est elle qui fait la passe, je crois me rappeler, pour le but.
Donc je trouve que Girelli également, qui a bien joué. Voilà, Greggy et Girelli, je trouve, ont eu plus d'impact que Giacinti et Caruso. Mais vraiment, Caruso, le match était pas bon. Et puis, elle a réclamé des fautes qui n'existaient pas. Elle est vraiment sortie de son match, je pense. Du côté de l'Argentine, moi j'ai mis Stabilé, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux le faire avec un accent. Stabilé, donc en défense, qui je trouve a fait un très bon match. C'était pas facile parce qu'elle avait Bonancea en face. Jouer Bonancea, c'est pas forcément évident. Et puis Mayorga en flop parce qu'elle était jamais dans le bon timing, jamais bien placée. Voilà, elle n'a pas fait un bon match en défense, je trouve. S'il y avait un problème du côté de la défense de l'Argentine, c'était Mayorga. On passe au deuxième match. C'était Allemagne-Maroc. Bon, bah là, ça a été une démonstration de la part de l'Allemagne, 6-0. Autant vous dire que l'Allemagne, c'est avec l'Espagne, les équipes que j'ai trouvées, et le Brésil dans le troisième match, on en reparlera, mais c'est les équipes que j'ai trouvées qui ont proposé le jeu le plus intéressant du côté de l'Allemagne. Et avec une équipe marocaine qui aurait mérité quand même de ne pas s'en prendre autant. Je pense que 3-0, 4-0 aurait été plus mérité pour l'équipe du Maroc de Reynald Pedrosa. Elles ont tenté, ces Marocaines, elles ont créé du jeu, mais c'est vrai que l'Allemagne est d'une efficacité chirurgicale sur chacune de ses actions. L'Allemagne est capable de faire vraiment des très 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 belles choses à chaque fois. C'est impressionnant. C'est déjà ce qui m'avait marqué lors de l'Euro. Il leur faut pas beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Là, elles ont 16 tirs. 16 tirs, je crois que c'est le score de l'équipe de France hier pour 7 cadrés, 6 buts. C'est une équipe qui a une efficacité monstre. Je me souviens, c'était je crois face à l'Espagne l'année dernière à l'Euro. Je crois qu'elles ont 2 tirs dans la rencontre. 2 tirs cadrés, 2 buts. Je crois qu'il y a un truc comme ça à un moment. C'est phénoménal cette équipe qui est capable de subir pendant tout un match et de quand même gagner. Donc c'est vraiment une force cette équipe d'Allemagne. Et alors là, elles avaient le ballon. Cette équipe marocaine qui a tenté, je dirais, la solution de l'équipe du Maroc masculine, donner le ballon à l'adversaire. Mais les Marocaines, elles n'arrivaient pas du tout à sortir de leur camp. Elles perdaient le ballon quasiment dès la première ou la deuxième passe. Je crois qu'elles n'ont jamais réussi à faire plus de 2-3 passes d'affilée. Ça a été terrible pour les Marocaines cette rencontre. Et défensivement, il y a eu trop de cafouillage du côté de la défense entre la gardienne et sa charnière centrale. Il y a eu beaucoup trop de cafouillages qui ont profité aux joueuses allemandes. Ce que j'ai aimé du côté de l'Allemagne, l'efficacité. C'est une équipe qui a une efficacité. Il ne leur faut pas beaucoup d'actions pour en marquer. C'est une équipe qui est précise, qui récupère beaucoup de ballons parce qu'il y a une belle disposition défensive à la part du ballon. C'est très bien en place aussi, qui s'est créé du danger dans les 30 derniers mètres. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des joueuses allemandes qui rentrent avec le ballon dans les 30 derniers mètres, dans 75% des cas, ça fait but. Il y a peu d'équipes, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, qui sont capables de faire aussi bien. Elle crée du danger tout le temps. Une technique vraiment très très bonne. Moi, ce que j'ai un peu mis en flop, c'est un peu la défense a toujours des soucis avec les équipes qui mettent beaucoup de vitesse. Ça, c'est, je dirais, assez similaire avec les garçons. C'est-à-dire qu'on a des grands gabarits en défense, mais qui ont du mal à se déplacer rapidement. Quelques passes ratées. Voilà, mais c'était en première mi-temps. Ensuite, ça s'est bien réglé. Mais voilà, c'est la défense qui est parfois prise un petit peu de vitesse. Du côté du Maroc, ce que j'ai aimé, c'est le pressing. Elles ont fait un gros pressing quand même sur les Allemandes. Alors en première mi-temps, les Allemandes ont eu quelques pertes de ballon. C'est dû au pressing marocain. Elles ont tenté d'attaquer, même en fin de match. Elles tentaient à chaque fois d'attaquer. Par contre, le souci, ça a été la défense. La défense qui était beaucoup trop passive. Des gros cafouillages. Une gardienne qui ne réalisait pas des bonnes sorties. Et puis elles n'ont pas suffisamment joué elles n'ont pas suffisamment pratiqué un jeu direct également, ces joueuses marocaines. Face à l'Allemagne, je pense que le jeu direct, ça marche. C'est-à-dire le jeu de transition, ça me fonctionne bien parce que de l'autre côté, le replacement défensif n'est pas nickel. C'est-à-dire dès qu'elles sont prises un peu de vitesse, elles sont en difficulté du côté de la défense allemande.
Mais le problème, c'est que pour ça, il aurait fallu réussir à faire plus de 2 passes d'affilée, ce qui était compliqué. Et puis en plus, parfois, elles prenaient trop leur temps. Sur les situations de contre, il fallait y aller à fond. Parfois, elles attendaient que tout le monde se replace. Donc c'était un petit peu le problème du côté du Maroc. Les joueuses du match, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette rencontre, grand-chose d'autre à dire sur cette rencontre, je vais réussir à faire une phrase en français. Du côté de l'Allemagne, en top, Alexandra Popp, mais moi je trouve que c'est une joueuse qui est fantastique. Alexandra Popp, elle est capable de marquer énormément de buts. C'est une joueuse prépondérante dans cette équipe d'Allemagne. Et vraiment, c'est peut-être la joueuse la plus importante. J'ai mis en flop Magoul, que j'ai trouvé assez discrète sur cette rencontre. Plus discrète que d'habitude. Peut-être qu'elle était mieux prise par la défense marocaine. Mais je l'ai trouvée un peu trop discrète. Et puis du côté du Maroc, en flop, j'ai mis Khadija Remichi, je vais réussir à le dire. C'est ma grande difficulté à prononcer les noms correctement. Elle était trop timide sur ses sorties. Elle a mis son équipe en difficulté. Sur les 6 buts, elle est au moins responsable de 2-3, où elle ne sort pas suffisamment dans les airs, où elle a des sorties qui sont beaucoup trop timides. Son jeu dans les airs n'était pas bon. Voilà. À la gardienne marocaine. Et puis en plus, j'ai mis Lakmari. Bon voilà, je ne savais pas trop qui mettre vraiment en plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueuses qui ont souffert. Après, je trouve que parmi les joueuses marocaines, c'est peut-être celle qui a tenté le plus de jouer de manière offensive. Et c'est vrai que on aurait pu mettre aussi en flop la charnière centrale, qui a vraiment souffert face à cette équipe d'Allemagne. On passe au dernier match, le match qui nous intéressait le plus, entre le Brésil et le Panama. Premier match en Coupe du Monde du Panama. Le Brésil, qui est un petit peu un habitué de cette compétition. J'attendais de voir ce que ça allait donner le Brésil, parce que moi j'avais le souvenir de 2019 avec une équipe qui était dépendante de Marta, qui était une équipe qui était extrêmement vieillissante, avec quasiment la moitié de l'équipe avait plus de 30 ans. Enfin vraiment la moitié de l'effectif complet de l'équipe avait plus de 30 ans. Donc c'était une équipe qui était vraiment âgée, qui avait du mal à mettre de la vitesse dans le jeu. Et c'est là où on avait vu tous les soucis du football brésilien de l'époque, c'est-à-dire avec un championnat qui n'était pas très fort. Et ça, c'était un vrai souci. Je trouve que le Brésil a corrigé énormément de ces soucis. Et maintenant, je suis inquiet. Autant hier, je vous ai dit, normalement, la France face au Brésil, ça doit aller. Là, le Brésil, elles ont fait un très grand match. Je pense à Borges, je pense à Beatriz. Même en défense, elles n'ont jamais été mises en difficulté. Je pense que c'est l'équipe qui a été la plus solide en défense. Face à une équipe du Panama qui, je pense, était meilleure que l'équipe de Jamaïque, mais qui n'a vraiment pas eu d'ouverture. On regarde à ce que j'ai aimé dans ces deux équipes. Du côté du Brésil, elles ont eu la possession pendant quasiment toute la rencontre, 73% de possession, avec une très bonne qualité de passe, 85% de précision de passe. Donc ça, c'est bien. Une attaque qui marchait très bien, une défense qui était extrêmement solide. Elles n'ont jamais vraiment été mises en grande difficulté. En première mi-temps, elles n'ont jamais été mises en difficulté. Et en deuxième partie de match, bon, même quand il y avait les remplaçantes, je trouve que ça marchait très très bien défensivement. Par contre, des petits soucis de contrôle du ballon. J'ai vu pas mal de joueuses brésiliennes rater leur contrôle, ce qui n'est pas habituel, parce que les joueuses brésiliennes ont des grandes qualités techniques d'habitude. Trop d'actions individuelles également. C'est-à-dire que, surtout les remplaçantes, voulaient vraiment se mettre en avant, et elles essayaient donc de faire des bribes dans tous les sens. Sauf que c'est bien de jouer collectif aussi offensivement. Et les fois où elles ont joué collectif, c'est quasiment les fois où elles ont marqué des buts. C'est-à-dire que surtout quand elles passaient par les ailes, elles ont parfois hésité à passer par les ailes, alors que c'était là où leur jeu marchait le mieux face au Panama, qui avait une défense à 5. Donc il fallait étirer cette défense au maximum dans la largeur.
Alors que quand elles ont essayé de passer dans l'axe, c'était toujours plus compliqué parce qu'elles avaient souvent des joueuses du Panama qui étaient souvent sur elles. Puis voilà, un petit peu déçu des contrôles de cette équipe du Brésil. Mais sinon, voilà, c'est des petits détails, hein. Sinon, l'équipe était vraiment solide. Et du côté du Panama, alors vous allez me dire, avec le 4-0, c'est presque terrible. Mais je trouve que la défense n'a pas été si mauvaise que ça. C'est-à-dire cette défense à 5, je trouve qu'elle n'est pas catastrophique. Sauf dans un domaine, c'est le marquage. Les buts brésiliens sont quasiment tous marqués à cause d'une erreur de marquage. Vraiment au niveau du marquage, il y a à travailler, surtout au niveau de la charnière centrale. Mais sinon, dans leur système à la perte de balle, je trouve que ça marche bien. Je trouve que parfois même elles ont réussi à récupérer des bons ballons. Dommage aussi de ne pas avoir eu autant de possession, mais le problème c'est quand tu as récupéré le ballon, elles le perdaient trop vite. Il y a eu beaucoup trop de pertes de balles, surtout dans leur camp. Elles avaient parfois perdu leur balle dans leurs 30 mètres. C'était donc très dangereux et ce qui a parfois permis d'avoir des occasions de but pour le Brésil. Et puis ouais, une équipe qui a souffert. On sent quand même qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux qu'en première mi-temps. Le fait de rentrer dans la Coupe du Monde a été compliqué à gérer. La précision des passes, seulement 55%, ça c'est pas suffisant. Et puis ouais, des soucis en fait techniques, mais face à une équipe du Brésil, encore une fois, qui a été très solide. Mes joueuses du match, du côté du Brésil, j'ai mis Borges, 3 buts. Sur toutes les situations offensives, c'est elle qui a été présente. Donc c'est elle qui a fait vraiment, elle a fait un super match. Borges, elle a été impressionnante. Et puis j'ai mis Debinha en flop. Pourquoi ? Quand je vous parlais d'actions individuelles, trop permanentes, de trop vouloir se mettre en avant, je crois que Debinha, ça a été un peu ce symbole-là. Notamment quand elle rate un moment son contrôle, elle voulait tout le temps faire des actions incroyables un peu à la Neymar, sauf que t'en fais une ou deux par match, mais à des moments il faut jouer aussi avec le collectif de cette formation brésilienne. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu énervé du côté de Debinha. Du côté du Panama, en flop, Vargas qui était en difficulté, je trouve, du côté de la défense. Notamment sur les buts, je trouve que c'est elle souvent qui est pas bien au niveau du marquage, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis en plus j'ai mis Quintero. C'est au milieu de terrain, elle a tenté vraiment de jouer de manière un peu plus offensive que ses homologues. Elle a récupéré également quelques ballons, Quintero. Donc oui, je trouve que c'est la joueuse du Panama qui a fait la meilleure rencontre. On passe tout de suite au prochain match de la Coupe du Monde. Nous serons donc le mardi 25 juillet. Il y aura 3 rencontres. Le premier match, ça sera Colombie-Corée du Sud à 4h du matin sur France 2. Alors ce match-là, je ne le verrai pas. Encore une fois, avant 6h, je ne regarde pas les matchs, je dors. Ensuite, il y aura sur France 3 Nouvelle-Zélande-Philippines qui sera donc le deuxième match du groupe A. Et puis à 10h, Suisse-Norvège, également le deuxième match de ce groupe A. Je rappelle que dans ce groupe A, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, pour le moment, ont remporté leur première rencontre. Le Suisse-Norvège qui va être très intéressant. Les Norvégiens ne devront pas perdre si elles veulent avoir une chance de se qualifier, parce que techniquement la Nouvelle-Zélande devrait battre les Philippines qui avaient eu du mal sur leur premier match face à l'équipe de Suisse. On débriefera tout ça demain. Les débriefs également sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maec Production. Ciao, ciao!